Bonjour à tous, nous sommes le 5 mars 2024 et je vous parle à nouveau depuis Hong Kong. Je vais vous parler aujourd'hui d'une question qui m'est souvent posée lorsque je passe sur les médias en France qui ont la gentillesse de m'inviter, qui est la question de Taïwan, qui revient souvent sur le devant de la scène depuis quelques temps, notamment à cause des nouvelles élections qui ont eu lieu, les élections présidentielles et les élections législatives qui ont eu lieu, mais également à chaque fois que l'hégémon anglo-américain essaie de donner du fil à retordre à Pékin et de tenter de traverser les lignes rouges de la Chine pour en fait, faire des provocations et pousser la Chine à la faute pour ensuite pouvoir l'accuser d'être un régime expansionniste et revanchard. Donc, je vais essayer d'être le plus bref possible parce que c'est une question qui est assez longue et assez technique. Il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de traités, donc il faut se rappeler. Donc, vous m'excuserez de temps en temps, je regarderai un petit peu mes notes. D'abord, je vais commencer par une section historique, puisque c'est ce qui fait, on va dire, cruellement défaut dans les médias occidentaux et notamment français, c'est l'omission systématique du contexte historique des différentes crises qui sont créées par les États-Unis, enfin on va dire par l'État profond des États-Unis et leurs vassaux occidentaux et ouest européens. Pour les gens qui sont intéressés par une histoire, on va dire, assez exhaustive de Taïwan, de l'île de Taïwan, ils peuvent se référer à cet ouvrage-ci. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. C'est un ouvrage qui date de 1988. C'est encyclopédique. C'est malheureusement en anglais uniquement. Ça n'est pas très contemporain parce que ça n'a pas été réédité depuis. Je crois que c'est une réédition de 92, mais qui n'est pas très différente. Donc c'est pas contemporain, mais ça donne un bon, on va dire, ça donne un essentiel recul nécessaire pour comprendre la question taïwanaise. Ensuite, pour les questions plus contemporaines, je vous recommande évidemment l'ouvrage que j'ai publié l'an dernier chez Perspective Libre, dont le premier, enfin dans un des chapitres est consacré à la question de Taïwan et la Chine. Donc, ce qu'il faut retenir en premier, c'est que ce que nous entendons sur Taïwan dans les médias occidentaux fait systématiquement abstraction du contexte historique et des faits historiques. Je vais commencer par, on va dire, la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est, sans remonter trop dans le temps sur la question taïwanaise, la Seconde Guerre mondiale est vraiment là où ça s'est accéléré et où l'hégémon anglo-américain a utilisé Taïwan comme un caillou dans la chaussure de Pékin. Et ce que je vais vous démontrer, c'est comment ça a été en fait de façon consciente, puisqu'il y a une ambiguïté diplomatique qui était même appelée ambiguïté stratégique, de ne jamais prendre position sur la question de Taïwan de façon à ce que cette question puisse être activée contre la Chine au moment voulu. Donc d'abord, ce qu'il faut connaître comme quelques dates qu'il faut connaître, c'est 1943. Donc on est toujours dans la Deuxième Guerre mondiale, mais on arrive un peu à la fin. On comprend que l'Allemagne et le Japon sont en train de décliner. Et donc cette conférence du Caire de 1943, qui est suivie par celle de Potsdam en 1945, acte toutes les deux que l'île de Taïwan retournera à la Chine sitôt la guerre terminée. La guerre se termine donc en 1945. En 1947, entre 47 et 49, le régime qu'on appelle nationaliste, là aussi de façon totalement erronée, mais ça ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, le régime nationaliste donc du Kuomintang de Chiang Kai-shek s'enfuit sur l'île de Taïwan, d'où il compte ensuite par la suite reconquérir la Chine de façon tout à fait utopique. Donc en 1952 a lieu le traité de San Francisco, et il est très intéressant de noter que ni la République populaire de Chine, ni la République de Chine à Taïwan ne sont invités à cette conférence qui les concerne directement, puisque cette conférence acte en fait le retour de toutes les possessions en Asie, de toutes les possessions japonaises en Asie qui suivent en fait l'expansion de l'empire japonais dans toute l'Asie depuis les années 30. C'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale se termine, Hong Kong va retourner à l'Angleterre, Macao et le Timor oriental vont retourner au Portugal, et il est intéressant de voir qu'il avait été
mentionné à l'époque que Taïwan n'allait pas forcément retourner à la Chine parce que la Chine, entre-temps, avait changé de régime. C'est-à-dire qu'elle était passée d'un régime nationaliste, la République de Chine, à un régime communiste. Or, on se rend compte que même un pays comme la France, qui elle aussi a changé de régime pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'elle est passée du gouvernement de Vichy, qui est on va dire un gouvernement d'occupation collaborationniste avec les Allemands, est passé donc à de nouveau une république sous le général de Gaulle. La France récupère toutes ses anciennes possessions d'Indochine. Et donc, il se pose la question, pourquoi est-ce que Taïwan ne retourne pas à la Chine ? Donc évidemment, la Chine et la République de Chine à Taïwan, toutes les deux concernées mais pas invitées, refusent les conclusions du traité de San Francisco, puisque elles estiment on ne peut pas dire que le Japon n'a plus d'autorité coloniale sur Taïwan sans mentionner que Taïwan retourne à la Chine, que ce soit la Chine communiste ou la Chine nationaliste. 20 ans plus tard, nous arrivons en 1972 avec le communiqué de Shanghai qui est signé immédiatement après la rencontre entre Nixon et Mao Zedong. Donc les négociations ont lieu entre Nixon et Zhou Enlai. Kissinger est dans les coulisses évidemment. Et le communiqué de Shanghai, alors lui, est beaucoup plus important dans l'histoire contemporaine parce que c'est là qu'il crée en fait l'ambiguïté se crée et on va dire est gravée dans le marbre. C'est-à-dire que le communiqué de Shanghai explique que, et ça c'est le communiqué qui est prononcé par la délégation américaine, qui reconnaît le communiqué de la délégation chinoise, à savoir que la Chine, sur les deux rives, donc aussi bien à Taïwan qu'en Chine, reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan appartient à cette Chine unique. Et les États-Unis, de leur côté, déclarent que leur objectif à long terme, et on verra que ça s'est fait finalement assez rapidement, 7 ans après, en 1979, à long terme, ils estiment que la question doit se régler de façon pacifique entre Chinois et que l'objectif des États-Unis est de déménager totalement leurs militaires et les installations militaires américaines qui sont sur l'île de Taïwan. Kissinger, qui, comme je le disais, était dans les coulisses de cette conférence, a expliqué par la suite, en fait, il s'agissait en ne mentionnant pas que la République populaire de Chine représentait la Chine dans sa totalité, en ne mentionnant pas ce fait-là, les États-Unis avaient créé une ambiguïté, ce qu'il appelle une ambiguïté constructive, qui est un terme qui est particulier à la façon de parler de Kissinger, justement, parce que c'est dire tout et son contraire en une seule phrase. Et en fait, l'idée, c'était de ne pas se prononcer, que les États-Unis ne se prononcent pas sur la question taïwanaise de façon définitive. Donc, créer un flou diplomatique qui permettrait d'être réactivé à un moment voulu dans les relations sino-chinoises. C'était pas une première. En 1955, après le traité de San Francisco, le conseiller de Truman, qui était un ancien directeur de la CIA, John Foster Dulles, avait expliqué lui-même de façon très controversée, mais ces documents sont disponibles sur le site du ministère des Affaires étrangères, dans les archives du ministère des Affaires étrangères américaines, avait expliqué que les États-Unis ayant participé, et ils ont quasiment mené à la libération de l'île de Taïwan du joug des Japonais, avaient en fait autant de raisons de demander à ce que Taïwan soit en fait un territoire qui soit contrôlé par les États-Unis, aussi bien que la Chine. C'est tout à fait grotesque. On se rend compte que les États-Unis en fait ont de facto essayé de mettre la main sur Taïwan comme si c'était une province américaine, mais sans jamais le dire directement, les États-Unis laissaient entendre qu'ils pouvaient avoir des revendications sur Taïwan comme la Chine. Et d'ailleurs, Blinken, qui est l'actuel ministère des Affaires étrangères américain, a dit en 2022, il a dit la question de Taïwan n'est pas un simple problème interne à la Chine. Donc on voit que cette politique qui date de 1955 est réactivée au moment opportun pour les États-Unis. Enfin, 1992, dernière date dont il faut se souvenir, c'est ce qui s'appelle le consensus de 1992, qui était une réunion entre les autorités chinoises de Chine populaire et les autorités taïwanaises,
qui définissent le principe de la Chine unique comme base de toute discussion entre les deux entités. Il dit la Chine est une et indivisible, et l'objectif des deux côtés, c'est la réunification. Donc on va voir que ce consensus de 1992 qui a été signé par les deux parties est en fait le point sur lequel les États-Unis appuient de façon de plus en plus forte pour que ce consensus de 1992 disparaisse de la conversation. Voilà. Donc, après ce petit rappel historique, il faut voir que le problème en fait, de la question sino-taïwanaise, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que aussi bien pour les Chinois de Chine que pour les Taïwanais, les Chinois de Taïwan, l'opinion, on va dire, l'avis de l'opinion publique occidentale et de ses dirigeants n'a aucune espèce d'importance. On se rend compte qu'à Taïwan, en ce moment, on fait appel à la bonne, enfin, on va dire à la démocratie occidentale pour essayer d'avoir un petit peu de soutien pour le gouvernement indépendantiste. Il faut bien savoir que dans la population taïwanaise, et aussi je parle aussi bien des chercheurs que de la population, on va dire de la communauté d'affaires, l'opinion des Occidentaux n'a absolument aucune importance. C'est quelque chose, ils pensent que c'est une question qui est interne à la Chine, qui concerne les Chinois et les Taïwanais, et l'opinion, et encore moins, on va dire, l'intervention occidentale ne sont bienvenues. Voilà. Donc, l'implication occidentale, et quand je parle de l'explication occidentale, je parle bien de la France en particulier, parce que la France, historiquement, a eu un rôle dont elle ne peut pas être très fière à Taïwan pendant la guerre sino-française du 19e siècle, mais également, plus récemment, avec, on va dire, au fil des gouvernements, mais même avant Sarkozy, Hollande et Macron, qui sont, on va dire, les trois présidents qui nous ont fait basculer complètement dans l'atlantisme, mais même avant ça, dès les années 90, la France s'est dévoyée en vendant des Mirage 2000 à Taïwan, en disant que c'était des armes défensives, en vendant des frégates. On se rappelle de l'affaire des frégates de Taïwan, avec toute la corruption qui allait autour, aussi bien à Taïwan qu'en France. Voilà. Donc la France a pris position un petit peu de la façon dont elle le fait en ce moment en Ukraine, en vendant des armes, en disant qu'elles sont défensives ou quoi que ce soit, mais on se rend compte que c'est une participation on va dire, à la coalition officieuse américaine, occidentale, atlantiste, à un effort de guerre, on va dire, hybride contre la Chine. Alors la rhétorique occidentale derrière ce soutien à Taïwan, c'est que c'est une jeune démocratie libérale et qu'il faut la protéger de l'ogre communiste chinois. Alors c'est comme souvent les déclarations occidentales, c'est très malhonnête, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien les États-Unis que l'Europe occidentale ont soutenu pendant plus de 40 ans la dictature brutale de Chiang Kai-shek sur l'île de Taïwan. Donc maintenant, faire volte-face et dire qu'on essaie de soutenir la jeune démocratie taïwanaise, c'est évidemment une manipulation de l'opinion publique occidentale, dans laquelle malheureusement beaucoup de gens tombent. Donc pour comprendre ce qui se passe à Taïwan au sein de la population taïwanaise, au lieu de lire les médias occidentaux qui nous racontent la même histoire, le même conte pour enfants de la défense de la jeune démocratie taïwanaise vis-à-vis de l'ogre communiste chinois, il faut se pencher un petit peu sur les sondages qui sont faits à Taïwan par des instituts de recherche et qui montrent comment votent les Taïwanais chaque année sur la question de l'indépendance ou de la réunification. Alors, il faut savoir qu'à Taïwan, à Taipei, il y a une université, l'université de sciences politiques de Taipei, qui a un institut de recherche qui est dédié à la recherche sur les élections et sur l'identité taïwanaise, et que depuis 1994, cette université fait un sondage auprès de la population taïwanaise, donc on ne peut pas taxer ce sondage d'être soit pro-américain, soit pro-chinois, et donc il est vraiment fait par des Taïwanais pour des Taïwanais, et la question qui est posée aux Taïwanais, c'est est-ce que vous voulez une indépendance de la Chine, est-ce que vous voulez une réunification avec la Chine, ou est-ce que
vous souhaitez le maintien du statu quo. Et le statu quo est décliné en 3 statu quo différents, qui est un statu quo qui irait à terme vers une indépendance, un statu quo qui irait à terme vers une réunification, et un statu quo où les gens veulent simplement pas qu'on leur pose la question et qui disent mais moi, des relations économiques, culturelles et diplomatiques cordiales sans aucune menace de part et d'autre, ça me va très bien et j'ai pas envie qu'on me pose la question parce que la question est forcément anxiogène. Il faut savoir que depuis 1994, de façon constante, 90% des Taïwanais votent sur les 3 statu quo. Choisissent les 3 statu quo, pardon. Pas un vote, mais c'est une réponse à des sondages. 90%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5% d'extrémistes, on va dire, qui choisissent une indépendance tout de suite, et 5% d'extrémistes qui demanderaient une réunification immédiate. Ce qui, évidemment, dans les 2 cas, n'est pas réalisable. Donc 90% de la population taïwanaise, si on lui demande, n'a pas envie que le statu quo soit perturbé, n'a pas envie que les lignes bougent. Et c'est évidemment ce qui dérange l'hégémon anglo-américain et ses États vassaux comme la France, qui est en fait de faire bouger, il faut faire bouger ce statu quo en faisant croire que c'est la Chine qui veut le faire bouger. C'est-à-dire il faut multiplier les provocations. On pense à la visite de Nancy Pelosi, on pense aux ventes d'armes qui n'ont jamais vraiment cessé depuis même 1979, depuis que les États-Unis ont changé leur reconnaissance diplomatique de Taïwan à la Chine. Ils ont continué à vendre des armes à Taïwan, malgré le fait que maintenant il a même été reconnu par l'ancienne présidente de Taïwan que des troupes américaines, notamment des bérets verts, étaient positionnées de façon permanente à Taïwan, sur l'île de Jinmen, qui est à 20 km des côtes chinoises. Et toutes ces provocations sont destinées à faire bouger le statu quo pour que la Chine ait une réaction militaire ou autre qu'on puisse qualifier de perturbation du statu quo par la Chine. Donc vous voyez la perversité de la méthode occidentale qui est en fait de perturber le statu quo entre 2 populations qui sont cousines, frères, on définit ça comme on veut, avec des différences, c'est évident, mais les pousser à se battre l'une contre l'autre en faisant croire que c'est celui d'en face qui essaye de perturber le statu quo pacifique. En conclusion, il faut retenir que la question de Taïwan est, pour Pékin, considérée par Pékin comme une question interne à la Chine, et pour les autorités taïwanaises, en dehors du régime indépendantiste qui a été élu avec seulement 40% des voix, ça, je vous ramène à ma chaîne Telegram qui explique en détail, et je pourrais peut-être éventuellement faire une autre vidéo là-dessus, mais le régime indépendantiste actuel, qui est très en minorité puisqu'il n'a même pas la majorité à l'Assemblée nationale taïwanaise, cette question, la question pour les Taïwanais est une question sino-taïwanaise ou entre frères chinois. Et c'est uniquement l'intervention occidentale qui verse systématiquement de l'huile sur le feu qui cause les problèmes dont on entend parler dans les médias occidentaux. Il faut bien se rappeler que si on retire l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, ses vassaux et ses institutions comme l'OTAN et l'Union européenne, si on retire ces agents-là de l'équation, la question de la paix dans le détroit de Taïwan peut être réglée dans le mois. Rappelez-vous de ça, je ferai d'autres vidéos ponctuelles sur des sujets plus précis, notamment toutes les provocations auxquelles se livrent l'hégémon anglo-américain dans le détroit de Taïwan, qui méritent chacune une analyse séparée. Merci, à très bientôt.